Hello. So this is a little talisman reminding me that I have um, held the intention to be as silent as possible for the last 3 days, and I'm going into the final hour of 3 days of that. And I decided to to take this hour and record this video because I feel like the energy that I have right now around this will be different by tomorrow. So I wanted to share this story that part of the I've been on a retreat, writing retreat with Natalie Goldberg the last 3 days. And I think I've talked about how I've been a student of her books for many years. And finally, she started teaching online last year. So I've been able to participate with her via Zoom for this is my third time. And I have many experiences from it that I won't be talking about today, but the specific one I did want to talk about and record about today was that yesterday we spent the second half of our session just listening to a passage from Marcel Proust. I don't even know the English name of the book, but it's his famous passage referring to the Madeleine that upon tasting it brings back this flood of memories that he is trying to place and finally places on a moment in his childhood and a particular moment, very specific moment that he had not thought about for many, many years. And what was amazing for me was, first of all, the observation that listening to writing read aloud is such a different joy of relaxing into language. And maybe our analog to that today is podcasts, but I don't get that from podcasts because it's all very rapid fire informational and sort of that persuasion mode that we are so steeped in nowadays. But this is what Natalie called old fashioned writing. I think it was written in 1924, which is not that old actually for writing. But to us, it seems old fashioned because it takes its time and it's not going anywhere. There's not an informational transaction happening in the writing, it's an experience of another person's mind, whether it's a fictional character or the writer himself. So, without getting too analytical, because I want to stay in this space of silence, what happened to me during this was read twice in English, so it was about probably a total of 45 minutes to an hour of reading, just listening to reading. And I was infused with the joy of experiencing this passage for the first time in English because I had a memory of it from before. But then what happened to me specifically was that I remembered having read this book in college in French. And I wondered if I had the book still in my garage. And so after the session, this was yesterday, I actually went down to my garage and sorted through a few boxes and found the actual book. And it was this whole experience of finding the other books that were in the crate and touching and feeling this book and looking at my writing in the margins and my underlining and my marks and reconnecting with a version of me I haven't contacted or connected with or claimed in almost 30 years, because it's been 25 years since I graduated from college and this was my freshman year of college.
And so many things about her that that younger version of me, when I got to remember her through this experience that led to this object, are stirring up in me and have brought up many other things that I want to remember about myself that will come up, that are going to form my intention for my own writing practice for the near future. But why I wanted to record this was I came up to my back to my office with kind of a stack of a few books I wanted to bring out of that box. The rest I put back after looking at them. And I read this passage aloud for myself in French from the original, the same passage that had been read in English during the retreat. And I just experienced a whole other layer of, and Natalie loves this too, when people read in their a different language other than English, we can still listen to it and get something. Just the sound of a human voice reading in any language, when we just really relax into it and listen, when it's something that wants to be read and just put into the world, not as a directive or a persuasion of any kind. So I experienced that myself, and I said, I want to record this because I don't know when the next time will be when I want to make contact with this previous French speaking and reading and writing part of me. And I was thinking about it right before I stepped to the camera today. It's similar to these videos that I posted during the early part of the pandemic, where I was playing like classical music again on my violin and piano, and I haven't wanted to go back to that since then. So now they're recorded. People may or may not find them, and I may or may not want to look at them, but they're there. So, two things that I want to also just say about Natalie Goldberg's writing practice for me. And I just think it's, again, I've lived with this on my own for 12 years plus, and then I've been doing it actively with her as a direct transmission the last year and a half. The two things are that before we even talk about writing literature ourselves as writers, the act of writing is about, and writing practice is about paying attention to your own mind, what you see, what you think, what you feel, what you know, what you remember, what you don't remember, your point of view, paying attention to all of that long enough to write it down, and to write it all down as it pours forth, as you tap into it. So having that kind of sustained attention is a challenge for me, but is being developed in the practice of writing practice. And the second part, which is the reading aloud without editing, is to tolerate your own mind, the content of your own mind, enough to even have it come through your own vocal cords once. And it never has to live beyond that, but to let it wash through you once silently through your hand with pen on paper, and then once through the vocal cords and into the world that way, into the ether, the space that sound lives in, is the second way. And those two practices slowly over time build the attention span and the quality of attention and the tolerance for our own words to be claimed as our own eventually. And there's a whole other discussion on what stops us, why we don't have the attention and we don't have the tolerance, and everything, that all the different possible theories for why. But it's less important than the observation that we can practice building those things. And so that's why I choose today to read the same passage that was shared during the retreat in English. That it was Lydia Davis's recent translation of Marcel Proust. This is the original Marcel Proust, Du côté de chez Swann. In French, I'll read it in French.
So you can stop if you don't want to watch, or the invitation is also to experience just sitting back and listening to language and words that someone put on paper to um, to try to say something about his experience. In this case, his Marcel Proust's experience of, in this moment, the process of retrieving a memory that came all of a sudden through sensation, and he had to sort of weave his way through to locate. And he takes his time and savors the process of watching his mind do that. So if you want to know the English, um, find the English translation, Marcel Proust. um, I think it's called Swan's Way. I don't really know the English one. Okay, so just relax. Il y avait déjà bien des années que, de Cambrai, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée à la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amoillir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas. Il ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement,
créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où j'ai pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois l'ascension, la sensation qui s'enfuit. Et, pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant le oui. Je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois le reflet où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète possible de traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de m'en prendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience antique et venu de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au monde de moi? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détrône de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui d'un petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes de pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que ces souvenirs abandonnés si longtemps hors la mémoire, rien ne survivait,
tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes, presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là, et avec la maison, la vie, depuis le matin jusqu'au soir, et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier, jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et le petit logis et l'église et tout Cambrai et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti vie et jardin de ma tasse de thé.